Alors, bonjour à tous. Euh, Notre premier TD est en fait un complément de cours concernant le métabolisme des micronutriments. Alors, nous avons vu dans les précédents cours donc le métabolisme des macronutriments qui sont donc les lipides, les protéines et les glucides. Maintenant, nous allons voir un autre type de métabolisme, c'est celui des micronutriments. Et donc, les micronutriments et leur métabolisme est très nécessaire pour le fonctionnement et le métabolisme des macronutriments. Alors, il existe donc deux types de nutriments, les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments sont représentés par les protéines, les glucides, les lipides. Ces macronutriments ont pour rôle d'apporter de l'énergie sous forme donc d'ATP à nos cellules. Pour les micronutriments, ils ont un caractère essentiel pour le métabolisme des macronutriments, mais qui ne peuvent pas apporter de l'énergie à l'organisme. Alors, de quoi sont constitués les micronutriments? Les micronutriments sont constitués de vitamines, donc ce sont des molécules organiques composées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, et des éléments qui sont donc les minéraux sous forme donc de fer, de chrome, de zinc, etc. Alors, d'une manière quantitative, c'est-à-dire si on considère les apports nutritionnels en micronutriments, ils sont apportés par l'alimentation en faible quantité, de l'ordre du microgramme au milligramme. Alors, ces micronutriments sont très indispensables à la vie. Et donc, leur rôle biologique et leur caractère indispensable, donc il est mis en évidence en cas des carences en ces micronutriments. Alors, pour les rôles biologiques des micronutriments, ils ont un rôle extrêmement varié. Ils peuvent jouer le rôle de cofacteurs enzymatiques, c'est-à-dire des substances qui interviennent dans les réactions catalytiques, donc pour activer les enzymes. Ils peuvent également jouer un rôle structural et moléculaire, c'est-à-dire ils peuvent faire partie de la structure moléculaire donc d'un macronutriment ou bien d'une enzyme, d'une protéine, etc. Donc c'est le cas donc, de l'hémoglobine, qui est une protéine du sang qui a pour rôle donc, de transporter l'oxygène au niveau donc, de notre organisme. Donc l'hémoglobine, dans sa composition structurale et moléculaire, il contient une atome de fer. Et aussi, nous avons le cas des métalloprotéines, donc les métalloprotéines qui existent. Alors, un troisième rôle, c'est celui d'être donc des messagers. C'est le cas des hormones, notamment la vitamine D qui joue le rôle d'hormone et les facteurs de transcription. Alors, en général, des généralités sur les vitamines. Donc, en général, les vitamines sont apportées par l'alimentation. Mais certaines d'entre elles peuvent être synthétisées par l'organisme, particulièrement par les bactéries intestinales. Mais généralement, cette synthèse endogène est insuffisante. Donc, elle doit être absolument complétée par un apport exogène, donc par l'alimentation. Alors, ce sont des molécules organiques, bien entendu, c'est-à-dire qui sont composées de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et autres, mais qui présentent une hétérogénéité de structure souvent complexe. C'est-à-dire, il n'y a pas de ressemblance au niveau structural dans toutes les vitamines et les oligo-éléments. Alors, les vitamines, particulièrement les vitamines, ils possèdent de nombreux rôles. Ce sont en général des précurseurs de coenzymes.
entre autres, et leur apport au niveau quotidien, de l'ordre de microgrammes au milligramme, des quantités très infimes, c'est-à-dire que les vitamines n'ont pas toujours un rôle bénéfique pour l'organisme. Bon, ils jouent un rôle bénéfique quand ils sont bien dosés et quand ils sont donnés en cas de carence, etc. Mais on ne peut jamais les prendre sans limite comme par exemple une automédication. Alors, les vitamines, en général, ils se divisent en deux groupes selon leur solubilité dans les liquides de l'organisme. C'est-à-dire que nous avons les vitamines hydrosolubles, ce sont donc les vitamines solubles dans l'eau, dans les liquides de l'organisme, c'est-à-dire dans le sang, dans le liquide interstitiel, etc. Et nous avons les vitamines liposolubles, qui sont donc solubles dans les graisses. Les vitamines liposolubles, nous avons la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Et pour les vitamines hydrosolubles, nous avons la vitamine C et les vitamines du groupe B et la vitamine PP. Alors, le métabolisme des vitamines, en général, il est composé de plusieurs étapes. Nous avons d'abord, les vitamines doivent être absorbées, doivent bien diffuser au niveau de toutes les cellules de l'organisme. Ils doivent être stockés en cas de besoin. Et après, ils doivent être métabolisés, c'est-à-dire qu'ils doivent jouer leur rôle métabolique pour donner de l'énergie à l'organisme via les macronutriments. Et nous avons après leur métabolisme, les vitamines doivent être éliminées. Et l'élimination, c'est en fonction des vitamines, c'est-à-dire pour les vitamines hydrosolubles, ils ont en général une élimination dans les urines. Pour les vitamines liposolubles, ils sont éliminés avec la bile et les fesses. Alors, le rôle biologique des vitamines. Les vitamines sont soit des cofacteurs ou coenzymes. C'est le cas des flavoprotéines ou bien la vitamine B2. C'est-à-dire, la vitamine B2, c'est une protéine qui contient la flavine. Alors, ils sont soit des cofacteurs ou coenzymes, c'est le cas de la vitamine B2. Ils peuvent être des transporteurs de protons ou d'électrons, c'est le cas aussi de la vitamine B2 ou riboflavine. Ils peuvent jouer le rôle d'antioxydants, c'est-à-dire les vitamines seront impliquées dans la lutte contre le stress oxydatif, et ceci dans la mesure où ils sont capables de piéger des espèces radicalaires, notamment grâce aux échanges de protons et d'électrons. C'est le cas de la vitamine C, D, E et de la provitamine A qui est la bêta-carotène. Alors, ils peuvent aussi jouer le rôle de stabilisateur de membrane, c'est-à-dire que certaines vitamines peuvent protéger les membranes des peroxydations lipidiques, c'est-à-dire la détérioration des lipides qui constituent la membrane plasmique et qui peuvent conduire à la mort cellulaire. C'est le cas de la vitamine E. Ils peuvent jouer le rôle de messager, c'est-à-dire en tant qu'hormone ou facteur de transcription. C'est le cas de la vitamine D. Pour les vitamines, il y a une étroite relation entre la structure moléculaire de la vitamine et leur métabolisme. Comme on vient de le dire, les vitamines possèdent des structures complexes, très hétérogènes, et n'ont pas un point commun au niveau de leur structure.
C'est-à-dire que si on prend comme exemple les vitamines hydrosolubles, ils possèdent des groupements polaires, contrairement aux vitamines liposolubles qui possèdent de grands cycles et de grandes chaînes carbonées. Alors leur structure va être particulièrement liée à leur fonction. Comme un premier exemple, nous avons par exemple le cas de vitamines hydrosolubles, le cas de la vitamine C, A, non pardon, donc là, peu importe la solubilité, donc hydrosoluble ou liposoluble. Donc, les vitamines C, A, E, B2 et PP possèdent une structure qui leur permet d'échanger des électrons. Et donc, s'ils peuvent échanger les électrons, ça veut dire qu'ils peuvent lutter contre le stress oxydatif, c'est-à-dire l'agression des cellules par des radicaux libres. C'est-à-dire qu'ils peuvent piéger ces radicaux libres et donc, par conséquent, les neutraliser et donc nettoyer l'organisme de ces espèces radicales ou bien de ces radicaux libres. Deuxième exemple, la structure de B2, qui est la riboflavine, et PP, qui est l'acide nicotinique ou nicotinamide, leur permet la production d'intermédiaires activés qui sont les NAD et les FAD. Les NAD et les FAD, donc comme nous l'avons vu dans le métabolisme des macronutriments, ce sont des enzymes d'oxydoréduction. Donc certaines vitamines peuvent être donc des précurseurs d'enzymes d'oxydoréduction. Alors, l'origine des vitamines. Donc, nous avons soit une origine endogène, soit pour certaines, donc soit une origine, en général, une origine exogène, et pour quelques vitamines, ils peuvent avoir une origine endogène, c'est-à-dire qu'ils peuvent être synthétisés au niveau de l'organisme. Si on prend le cas des vitamines hydrosolubles, l'acide ascorbique ou vitamine C provient particulièrement des fruits frais ainsi que des choux, des épinards, de la pomme de terre. Pour la thiamine ou vitamine B1, elle est isolée donc de la cuticule de riz. Pour les vitamines du groupe B, ils sont présents dans les levures, les céréales, les tissus animaux, c'est-à-dire dans le foie et dans les abats donc des animaux, et aussi ils sont présents dans les champignons. Les vitamines B2, B8 et B9 peuvent également être synthétisées par la flore intestinale. Il s'agit donc d'un apport endogène qui doit être cependant complémenté par l'alimentation, car la synthèse endogène est toujours non suffisante pour l'organisme. La vitamine B12, elle est donc uniquement d'origine animale, c'est-à-dire elle est apportée par l'alimentation animale, c'est-à-dire par les viandes rouges, par les abats, par le poisson, etc. Et de ce fait, les végétariens ou les végétaliens, donc, et aussi les bébés qui sont allaités par des mères végétaliennes, présentent souvent des carences en vitamine B12. Alors, pour les vitamines liposolubles, c'est-à-dire l'origine des vitamines liposolubles, donc pour la vitamine A ou rétinol, elle possède une origine essentiellement végétale qui est la bêta-carotène ou la provitamine A. Elle est apportée par les carottes, le chou, les épinards. Elle possède également une origine animale qui est l'ester de rétinol apporté par le foie, le beurre, le lait, les œufs, l'huile, le poisson, etc. La vitamine D, elle possède tout d'abord deux origines alimentaires. L'origine animale est le cholécalciférol ou la vitamine D3. Elle provient de l'huile de foie de morue, foie de poisson, des poissons gras, du foie, du jaune d'œuf et du lait. Pour l'origine végétale, c'est la vitamine D2 ou ergocalciférol.
elles proviennent des champignons et des levures, mais aussi dans le beurre, le lait, le poisson, etc. Parce que en général, donc les espèces animales telles que donc les vaches, ils sont nourris par les végétaux et donc ils peuvent avoir dans leur liquide euh, donc corporel, ils peuvent avoir donc des vitamines d'origine végétale. Alors la vitamine D peut être également synthétisée. Donc cette synthèse endogène représente l'apport le plus important en vitamine D, qui est de l'ordre de 60 à 70%. Alors comment elle se fait cette synthèse? La synthèse se fait à partir donc du cholestérol qui se trouve donc au niveau de notre épiderme. Les cellules profondes de notre épiderme contiennent du cholestérol. Et donc, sous l'action des rayons ultraviolets, il y a photolyse du 7-déhydrocholestérol pour donc donner ou synthétiser le cholestérol et ceci donc sous les rayons du soleil. Donc une exposition au soleil d'environ un quart d'heure à une demi-heure est donc très bénéfique pour l'organisme pour synthétiser pour permettre une synthèse endogène de la vitamine D qui est donc très nécessaire pour l'absorption du calcium et donc pour notre santé osseuse et notre santé immunitaire, etc. La vitamine E est présente dans les huiles végétales, les céréales, les légumes verts, le poisson gras. La vitamine K, elle est présente dans les légumes verts, les tissus animaux comme le foie. Elle est également synthétisée par la flore bactérienne, la flore bénéfique intestinale au niveau de notre organisme, qui donc peut assurer un apport non négligeable en vitamine K. Alors, pour le métabolisme, nous allons commencer par les vitamines hydrosolubles. Alors, les vitamines hydrosolubles sont pour la plupart absorbées par un transporteur actif des cellules intestinales. Donc, pour que les vitamines soient métabolisées, il faut d'abord qu'ils soient absorbés par les cellules intestinales. Et donc, leur absorption au niveau intestinal, elle est assurée en général par un transport actif. Et bien sûr, au niveau du tissu, une fois arrivé au niveau du tissu, donc les vitamines hydrosolubles vont acquérir leur forme active et surtout donc au niveau du foie, sauf pour la vitamine C. Alors, à la différence des vitamines liposolubles, les vitamines hydrosolubles vont être très peu stockées. Donc, pour leur stockage en cas de besoin, donc les vitamines hydrosolubles ne sont pas en général stockées. Donc, ceci donc peut limiter limiter leur stockage au niveau de notre organisme et donc peut augmenter le risque d'hypovitaminose. Alors, en revanche, leur caractère hydrosoluble facilite leur excrétion rénale sous forme inchangée, sous forme de métabolites, tel est le cas donc des oxalates de la vitamine C. Donc, bien sûr, leur caractère hydrosoluble et leur excrétion rénale, c'est-à-dire une excrétion facile, peut donc éviter ou bien nous faire éviter le risque d'hypervitaminose dans le cas où, pour une raison ou une autre, on se retrouve avec une hypervitaminose, c'est-à-dire une prise excessive de vitamines. Alors, nous allons parler d'une façon particulière pour les vitamines hydrosolubles. On va commencer par la vitamine C. On va parler de son absorption, de son métabolisme et de son élimination.
Alors, pour son absorption, la vitamine C, elle est absorbée majoritairement par un transport actif, c'est-à-dire par un transporteur qui est le sodium vitamine C transporteur 1 et 2. Et ceci au niveau de l'intestin et minoritairement par diffusion passive. C'est le cas d'une autre forme de la vitamine C qui est la DHA ou dihydroascorbate qui va être absorbée par un transport passif, donc en l'occurrence par le transporteur GLUT1. Alors, le métabolisme de la vitamine C, c'est-à-dire que la vitamine C pénètre dans la cellule par de transport actif qui est donc le sodium vitamine C transporteur 1 et 2, comme lors de l'absorption intestinale et donc aussi par les transporteurs GLUT. Pour l'élimination de la vitamine C, elle est rénale et se fait sous forme inchangée ou sous forme de métabolite de la vitamine C, en l'occurrence l'acide oxalique. La vitamine B1, son absorption, c'est au niveau du duodénum et au niveau de l'intestin grêle par un transporteur actif. Et donc, l'entrée dans la cellule se fait donc par une phosphorylation-déphosphorylation, c'est-à-dire par des pompes NK1 ATPase et par diffusion passive dans quelques cas. Alors, pour le métabolisme de la vitamine B1 est transformée dans les cellules hépatiques en thiamine pyrophosphate, qui est une thiamine diphosphatée. C'est d'ailleurs la forme active de la vitamine B1, ou en thiamine triphosphate, qui est également une forme activée de la vitamine B1. Donc, les réserves de la vitamine B1 sont très limitées, avec une prédominance dans le foie, dans le cerveau, dans le rein et dans le cœur. Son élimination est comme tous les vitamines hydrosolubles, c'est une élimination rénale. Pour les vitamines liposolubles, leur absorption et leur digestion sont étroitement liées à celle des lipides, ce qui induit un risque d'hypovitaminose en cas de maladies de maladies intestinales telles que donc la maladie de Crohn qui représente une malabsorption donc de certains nutriments. En général, l'élimination des vitamines liposolubles est biliaire. Et donc, comme la voie biliaire, elle est relativement plus longue que la voie rénale, donc il peut y avoir un risque d'hypervitaminose. Pour la vitamine A ou rétinol, son absorption, elle se fait d'une manière active, c'est-à-dire par un transport actif dans l'intestin, et ceci bien sûr sous forme de missiles lipidiques, donc accompagné des lipides. Certaines protéines présentes dans l'entérocyte, le cas de la CRBP2, Cellular Retinal Binding Protein 2, donc ces protéines de transport vont prendre en charge le rétinol et ils vont donc le transformer en palmitate. La distribution, la vitamine A est distribuée dans l'organisme via les kilomicrons et la VLDL jusqu'au foie et ils sont pris en charge par la RPP qui est le Retinol Binding Protein, donc une protéine qui sert pour lier le rétinol. Le stockage de la vitamine A dans le foie est donc très important, de l'ordre de 90%. Et bien entendu, toute pathologie hépatique peut affecter ce stockage, c'est-à-dire que
Dans le cas des maladies de foie, donc il n'y aura pas de stockage de ces vitamines et donc le malade peut être en carence de la vitamine A. Alors le rétinol va ensuite être excrété dans la circulation et il va se lier à l'albumine qui est donc une protéine de transport. L'ensemble rétinol-RPB préalbumine va se fixer alors sur son récepteur membranaire et donc il va par la suite être internalisé dans la cellule. L'élimination de la vitamine A. Donc la vitamine A, elle va subir une oxydation, c'est-à-dire une glucoconjugation qui le rend hydrosoluble afin d'être éliminée par excrétion biliaire. Pour la vitamine D, la forme active de la vitamine D, c'est le calcitriol. Il est issu donc de deux hydroxylations. Une première hydroxylation sur le carbone 25 dans le foie, qui permet donc d'obtenir le 25OH vitamine D. Une deuxième hydroxylation sur le carbone 1 dans le rein, qui permet d'obtenir le 1,25OH de vitamine D, qui est donc encore appelé le calcitriol ou vitamine D3. La forme circulante majoritaire est le 25OH qui est le D3. La vitamine E, son absorption et sa digestion sont étroitement liées à celle des lipides et donc la phase mycellaire est nécessaire pour leur absorption. La vitamine E va circuler via les chylomicrons et va être distribuée dans tous les tissus, particulièrement le foie, les tissus adipeux, l'hypophyse, la surrénale, l'utérus et les testicules. La vitamine K, elle va aussi être liée aux protéines plasmatiques, surtout les VLDL, Very Low Density Lipoproteins, et elles vont subir le cycle entérohépatique pour être éliminées. Alors, je m'arrête là pour cette première capsule et je reprendrai donc la suite de ce TD dans une deuxième capsule.